Bonjour à tous. L'ambition de notre rencontre, c'est de vous sensibiliser aux facteurs de santé de l'abeille. Et en tant qu'apiculteurs, on veut tous que nos abeilles se portent le mieux possible dans l'environnement qu'elles occupent et pour qu'on puisse maintenir nos colonies et les multiplier. Alors, je vous demanderai beaucoup d'indulgence, c'est absolument pas une encyclopédie. J'ai essayé de focaliser sur les maladies principales, sachant que moi j'ai débuté l'apiculture il y a 3 ans et que des maladies, heureusement, on n'en rencontre pas tous les jours et c'est tant mieux. Donc vraiment, on va se focaliser sur les principales, sachant qu'on a eu une conférence magnifique la semaine dernière par Loïc Caron qui était vraiment formidable. Donc c'est vrai que vous verrez dans le diaporama, on parle du varroa, mais qui n'était pas là la semaine dernière pour que je me rende compte? Oui, il y a 3-4 personnes. Donc vraiment, on va l'évoquer rapidement. Et franchement, la conférence de Loïc était hyper complète. Donc franchement, là-dessus, c'était très bien. Donc la santé de l'abeille, donc dans la chronologie, quelle que soit l'espèce animale, on a l'apparition d'une maladie. On va faire l'inventaire des moyens de défense de l'abeille, les facteurs de prévention, les dangers auxquels l'abeille est exposée. Alors, dans ces dangers sanitaires, il y a différentes catégories. Il y a les maladies qui attaquent que le couvain, il y a les maladies qui attaquent que l'adulte, et après, il y a des agents extérieurs qui ne sont pas des maladies, mais qui peuvent être des dangers. Donc, qu'est-ce qui peut causer une maladie? Donc, on a différents agents. On peut avoir des virus, des bactéries, des acariens, des champignons et des parasites. Ça n'a pas été mis, mais il faut le rajouter. Et une maladie, c'est un agent pathogène qui attaque un organisme vivant, mais il y a des causes favorisantes, parce qu'un agent pathogène peut arriver sur un organisme vivant, et s'il n'y a pas de cause favorisante, ne pas créer de maladie. Donc, quelles peuvent être les causes favorisantes? C'est déjà l'état physiologique dans lequel se trouve notre abeille, les conditions d'ambiance, de météo, de chaleur, d'humidité, etc., la multiplication des attaques, parce qu'on peut avoir des associations de malfaiteurs qui en fait attaquent l'organisme par plusieurs biais, donc à ce moment-là, ça favorise l'expression de la maladie. Et après, la lutte contre toutes ces causes favorisantes, c'est ce qu'on appelle aussi la prévention ou la prophylaxie. Alors, en fait, la santé, on sait que c'est un équilibre pour un organisme. Donc, pour notre ruche, sa santé est en équilibre avec son état de production. Si elle est en bonne santé, elle produit bien. Si elle est en mauvaise santé, elle ne produit pas bien. Et sa survie peut également être menacée. Donc en fait, l'équilibre de la santé ça est composé de 6 facteurs. Donc premièrement, notre abeille, donc l'animal. Deuxièmement, l'aliment qu'elle reçoit. Donc en fait, la flore qui entoure la ruche. La qualité du nourrissement que l'on effectue en hiver. Après, la technicité de l'apiculteur, puisqu'on est tous différents. À chaque apiculteur, il y a une apiculture et des moyens différents, puisqu'en fait, on a tous une formation différente. On fera des démarches différentes, donc c'est un facteur qui influe sur la santé du rucher. Bien sûr, l'agent pathogène qui attaque, donc le virus, la bactérie, l'acarien, le parasite, la façon dont on conduit et on surveille le rucher, et enfin l'environnement, l'habitat, c'est-à-dire l'emplacement de la ruche, l'hygiène intérieure de la ruche, et également ce qui peut arriver de l'extérieur, donc des pesticides ou des agents toxiques. Donc tout ça, tous ces éléments sont en équilibre et participent à la santé. Et si on perturbe un des éléments, tout peut réagir. Alors, par rapport aux attaques extérieures, notre abeille elle a des moyens de défense, heureusement, comme tous les êtres vivants. Donc déjà, dans son anatomie, elle est protégée à l'extérieur par une cuticule qui est recouverte de cire et qui a déjà une activité de lutte contre les bactéries. Donc c'est déjà une première protection externe. Dans son corps circule un liquide vital, ce n'est pas du sang, c'est de l'hémolymphe chez l'abeille, qui est chargé de cellules de l'immunité, qui sont des hémocytes et qui peuvent attraper les bactéries ou les attaquants, les virus, les manger, c'est ce qu'on appelle les phagocyter, ou les enkyster pour qu'ils ne puissent plus agir à l'intérieur de l'organisme de l'abeille. Et enfin,
on trouve également des protéines qui ont une activité antibactérienne, donc qui défendent en fait. C'est un peu comme des anticorps, si vous voulez. Au niveau des structures anatomiques, l'appareil digestif, l'intestin, donc il y a une muqueuse, mais il n'y a pas de... Elle n'est pas protégée comme l'extérieur par de la chitine. Donc c'est une muqueuse plus perméable. Donc c'est une voie d'entrée des pathogènes. Mais par contre, on a des sucs digestifs qui ont des activités de défense. On a également, la muqueuse, elle est constituée de plusieurs membranes. Donc ça fait également une protection. Et cette membrane, elle a des charges électriques en surface qui ont des interactions, puisqu'en fait, on ne se rend pas compte, mais notre univers est rempli d'énergie. Et localement, à l'échelle microscopique, ce sont des charges positives et négatives et des charges électriques qui ont des actions de défense. Une autre porte d'entrée, c'est l'appareil respiratoire. Donc, au niveau de la trachée, on a des petites formations qui s'appellent des spiracles qui permettent de ne pas faire rentrer tous les agents agressifs, en fait. Il y a un premier filtre. Et après, la trachée, ce sont des conduits qui sont assez secs. Donc en fait, il n'y a pas d'humidité. Il faut savoir que pour que les bactéries ou les virus vivent, il faut de l'humidité, de l'eau. L'eau est source de vie. Et donc, s'il n'y a pas d'humidité, déjà, c'est plus difficile pour un micro-organisme de vivre. Et en plus, il n'y a pas de nourriture, puis pas comme dans le tube digestif. Donc, c'est déjà une façon de lutter contre ces agressions. Et enfin, nos abeilles, dans leur population, elles ont des comportements. Elles ont des comportements d'élimination. On a des abeilles qui sont plus ou moins nettoyeuses, des colonies qui ont un comportement de nettoyage plus ou moins développé, qui permettent d'éliminer les agressions par des parasites ou par des bactéries. Et en fait, on se rend compte, par exemple au niveau du couvain, si on a des larves qui sont mortes ou des abeilles mortes, en fait, les nettoyeuses les expulsent de la ruche pour protéger la ruche. En fait, c'est tout ce comportement qui est très important pour limiter les contaminations dans la ruche. On a également, pour éviter les agressions de l'extérieur, les gardiennes qui montent la garde à la porte de la ruche et qui luttent contre les intrusions ou de parasites ou de frelons ou d'agressions externes. Donc tout ça, c'est non seulement au niveau des structures anatomiques, mais également dans le comportement biologique de la population que la ruche est protégée. Donc comment peut-on intervenir en fonction des 6 éléments qu'on a vus dans l'équilibre de la santé pour limiter les agressions et les maladies dans la ruche? Donc au niveau de l'animal, de l'abeille elle-même, en fait, comment peut-on éviter d'introduire des maladies? Déjà, il faut être très vigilant sur les achats. Quand on achète des essaims, on les achète chez des gens sérieux qui font des démarches sanitaires et qui vous exposent comment ils travaillent. Ça, c'est très très important parce que quand on achète sans savoir l'état sanitaire des ruchers d'origine, on peut rentrer toutes les saloperies qu'on peut avoir, ça c'est sûr. Après, on se rend compte que la ruche vit beaucoup mieux si la reine est jeune. Si la reine est jeune, la ponte sera active et la colonie sera forte et populeuse. Donc du coup, une colonie qui est forte, elle se défendra beaucoup mieux qu'une colonie qui est faible et peu populeuse. Donc ça, c'est important. Après, on va parler de la qualité de ce que l'abeille consomme, puisqu'elle va butiner et rapporter du nectar et du pollen dans la ruche. Bien sûr, il faut que cet aliment soit de qualité. Donc, c'est pas facile pour nous de maîtriser ça, parce qu'en fait, elles vont où elles veulent. Hein. Elles ne nous racontent pas forcément où elles vont, d'ailleurs. Mais nous, au niveau de nos interventions dans la ruche, en période d'hiver, on nourrit avec du candy, à d'autres périodes, on nourrit avec du sirop. Donc, la responsabilité repose sur nous d'apporter des éléments de nourrissement de qualité sur l'origine, la composition et la conservation de ces aliments. Bien sûr, l'hygiène du matériel de nourrissement est très importante.
Et c'est pour ça qu'on fait attention aux nourrisseurs et qu'on nettoie, désinfecte en fonction des utilisations. Voilà. Après, pour tout ce qui est conditions d'ambiance et milieu très proche de la ruche, c'est toujours, quand on débute, c'est jamais facile de savoir où on doit implanter ses ruches, comment il faut le faire, parce que chaque rucher est unique. Hein, en fait, il y a des grands principes, mais après, il faut adapter in situ chez soi. Donc, on dit bien sûr qu'il faut que les ruches soient au soleil, à l'abri des vents. De préférence l'ouverture vers le soleil levant, il faut un toit étanche, isolé, un plancher grillagé, incliné vers l'avant. Bon, tout ça, on l'apprend, mais après, c'est vrai qu'il faut pouvoir l'adapter chez soi et être au mieux. Et parfois, le premier choix peut être modifié suite à des conseils ou suite tout simplement à des observations. Et l'observation au rucher, c'est tous les jours, dès qu'on peut, et ça nous apporte beaucoup d'informations en fait. Et après, c'est l'hygiène dans la manipulation des ruches que l'on fait. En fait, on se rend compte qu'on peut soi-même être vecteur, puisqu'on intervient sur la ruche. Et si on a plusieurs ruches, on intervient sur les ruches. Donc, il faut faire très attention dans nos pratiques. Alors, en général, quand on est chez soi, on fait attention, mais quelquefois, on a un voisin ou un copain qui nous dit « viens, allez, on y va », puis on emmène notre matériel, puis on ne fait pas forcément attention, puis on nettoie pas forcément. Alors c'est vrai que les prêts de matériel ou le fait d'emmener son matériel ailleurs et de revenir travailler son rucher avec, ça peut être une source de contamination. Voilà. Et on n'en est pas forcément conscient, hein, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, on a l'impression que les ruches vont bien et on n'est pas spécialement sensibilisé à ça. Hein. Voilà. Donc toutes ces méthodes d'hygiène sont importantes. Tout comme le renouvellement des cadres et des cires, qu'on nous préconise donc de changer 2 cadres par an. Au départ, quand on a des ruches toutes neuves, on regarde ces cadres, on dit ils sont tout neufs, ils ont fait qu'1 an, on voit pourquoi on les changerait, ça semble bizarre. Au bout de la 2e année, non, ils sont toujours bien. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se fasse un petit peu violence pour ça, puisque en fait, c'est des méthodes de prévention et que tout n'est pas visible tout de suite en fait. Et c'est a posteriori, quelquefois, on se dit mince, on n'aurait pas dû les garder, on aurait dû les enlever. Voilà. Et également, toute la prévention qu'on fera sur les maladies et donc l'ennemi numéro 1 dont on a parlé la semaine dernière, qui est le varroa, qui est l'ennemi numéro 1 de nos ruches. Donc le traitement et la prévention du varroa sont des pratiques indispensables, puisque M. Caron nous a bien confirmé qu'il y en avait partout et que tout le monde était infesté et qu'on ne pouvait pas faire l'économie de lutter contre ce parasite qui affaiblit énormément nos ruches sans qu'on le voie forcément et qui a un gros effet sur plein d'autres maladies et également sur la production de nos ruches et la survie des colonies. Alors les dangers sanitaires, ils sont classés en 3 catégories. Ça, c'est valable, c'est une réglementation qui date de 5-6 ans. C'est valable pour toutes les populations animales. Donc les dangers de première catégorie, c'est des dangers qui ont un intérêt général, c'est-à-dire que ce sont des affections qui sont décidées par le ministère de l'Agriculture et qui ont classé certaines maladies en catégorie numéro 1. Donc la lutte est obligatoire pour ces maladies, elle est réglementée. Et c'est l'autorité administrative qui s'occupe de faire appliquer ces méthodes. Donc chez l'abeille, on a donc la loque américaine, donc qui est en première catégorie, la nosémose ou diarrhée de l'abeille en première catégorie, le petit coléoptère qui est un parasite qui vient d'Italie et qui est apparu il y a quelques années, qui est en première catégorie aussi. Et je vous en ai mis un, mais qui n'est pas présent en France, donc après je l'ai supprimé du diaporama, la cariose des trachées. Après, deuxième catégorie, c'est des parasites, des maladies ou des affections qui sont importants, mais dont la lutte n'est pas imposée par l'administration. C'est-à-dire qu'on prouve qu'il y a un intérêt à lutter contre ces maladies, qu'elles ont une importance sur les populations, mais que la prévention et la lutte sont conseillées, mais non obligatoires, en fait. Et donc là-dedans, on a le varroa et le frelon asiatique. Et enfin, en troisième catégorie, ce sont les autres maladies dont la prévention, la surveillance et la lutte sont totalement libres. Ce sont des initiatives privées,
personne ne conseille de lutter contre ces maladies, mais vous, en tant qu'apiculteur, vous pouvez décider de lutter particulièrement contre cette maladie si vous y avez été confronté. Donc en fait, les dangers de première catégorie sont classés donc, sur leur impact sur la santé publique, sur l'économie de l'élevage, donc la viabilité des populations ou non, et sur les règles de commerce international également. Voilà, c'est les 3 critères de classement. Et donc les actions sont organisées sous la conduite des services de l'État. Donc en fait, quand il y a un cas, c'est le vétérinaire sanitaire qui est missionné par l'État. Et donc c'est la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui s'appelait avant direction des services vétérinaires, qui intervient. Et après, c'est eux qui sont maîtres d'œuvre et qui donnent les ordres, qui disent il faut faire ça, ça et ça, puisque tout est prévu dans une réglementation sanitaire officielle en fait. Donc quand il y a une suspicion, donc le vétérinaire sanitaire mandaté est envoyé pour faire le constat des troubles, des destructions, des pertes. À ce moment-là, il en réfère donc à la direction des populations. Et là, il y a une première mise, un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, parce que tout ça est chapeauté par le préfet. Donc, on isole le rucher. Il y a une mise en interdit sur un certain périmètre en fonction des maladies. Une interdiction des mouvements d'animaux, c'est-à-dire que les animaux ne peuvent plus sortir de l'endroit ni rentrer. Les prélèvements sont faits pour le diagnostic et l'enquête épidémiologique, et une fois que le diagnostic est fait, la désinfection, suivant la maladie que c'est, il y a destruction des colonies et désinfection des sites, en fait. Donc c'est très cadré, c'est très organisé, et c'est ce qu'on a vécu aussi pour la fièvre afteuse en 2001 sur les moutons, c'est ce qu'on a vécu également sur l'influenza aviaire il y a 3 ans. Donc toutes ces maladies de première catégorie, elles sont réglementées par l'État avec des procédures prévues par l'État. Voilà. Et donc elles sont indemnisées par l'État également, parce que c'est l'État qui prend en charge les moyens de lutte. Donc par rapport aux maladies que je voulais vous présenter, on avait dit donc il y a les maladies du couvain, les maladies de l'adulte. On va faire dans l'ordre chronologique, on va commencer par le couvain. Donc sur le couvain, on a des bactéries. On a celle de la loque américaine, donc maladie de première catégorie. Après, on verra la loque européenne, qui est moins grave. Et puis, on évoquera le varroa. Et après, vous avez plein d'autres maladies, comme le couvain saxiforme, etc. Plein d'autres maladies virales, mais il ne faut surtout pas s'encombrer la tête avec tout ça. Il faut vraiment voir les maladies principales, les plus importantes, et celles qu'on peut éventuellement rencontrer. Et puis, voilà. Donc, la loque américaine... Voilà. Donc, comme disait Jean-Paul, c'est une maladie très grave, danger de première catégorie, et qui attaque le couvain operculé, voilà, à tous les stades. Donc, en fait, elle est très, très contagieuse, et en fait, elle se trouve sur toute la planète. On la trouve dans tous les endroits du monde. Donc, le coupable, c'est cette bactérie. Donc, c'est un bacille. Un bacille, c'est-à-dire que c'est un petit bâtonnet, là, en microscopie électronique. Il s'appelle Penibacillus larvae. Il a 2 formes. Alors, la forme sous forme de bacille, c'est la forme vivante et forme sous laquelle il se multiplie. Et après, il peut se transformer en spore, donc il va avoir une modification de son métabolisme, de ses protections. Et à ce moment-là, la spore, c'est une forme de résistance et de dissémination. Et cette spore, elle peut se trouver dans tout, dans les abeilles, dans les cires, dans le bois. Donc c'est un facteur de multiplication et de dissémination à l'échelle de la ruche. Voilà. Alors voilà, là on voit, donc en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le bacille, voilà, on l'a embâtonné comme ça. Et les spores, en fait, c'est un peu plus arrondi avec une coque plus épaisse qui en fait est une coque de résistance. Voilà, les spores, c'est fait pour résister. Donc les adultes peuvent être, les abeilles adultes peuvent être porteurs saines. Donc en fait, elles portent ce bacille, mais elles n'expriment pas la maladie. Et donc, du coup, ça représente un danger, puisqu'il peut y avoir contamination d'autruche, ou par le phénomène de dérive, ou par le phénomène de pillage. Et la spore est donc la forme de survie et de dissémination, puisqu'elle est extrêmement résistante, comme toutes les spores, elle est extrêmement résistante. Donc, dans le milieu extérieur, il paraît qu'elle peut survivre jusqu'à 30 ans, donc c'est-à-dire qu'elle résiste au froid, à la sécheresse, au gel, etc. Elle peut survivre dans le miel jusqu'à 1 an, et elle résiste même 15 minutes à l'eau bouillante. Autant vous dire que c'est quand même quelque chose, un organisme vraiment très résistant. Donc, et la contamination se fait par la nourriture. Donc,
comment ça se passe? En fait, les larves ingèrent des spores en fait, qui sont apportés par la nourriture rapportée par les nourrices. Ces spores dans le tube digestif de l'abeille se développent et prennent la forme du bacille, qui se multiplient dans l'intestin des larves et qui gagnent l'ensemble du corps. Et donc, en fait, elles détruisent complètement, en fait, la représentation, c'est le petit bâtonnet vert, et ça se multiplie complètement dans la larve, et elles détruisent tous les tissus de la larve, en fait. Et c'est comme ça que, en fait, les larves ne peuvent plus vivre et elles meurent. Donc, en fait, si elles meurent, notre couvain, il commence à avoir des alvéoles où il n'y a plus de larves, donc ça va nous faire du couvain mosaïque, et ça peut également contaminer les adultes. Par contre, quand la larve elle est très adhérente en fait à l'alvéole, donc elle va rester collée dans la paroi. Donc ça va faire une écaille loqueuse. Ça va rester contaminé dans les alvéoles. Et donc là, ça va entretenir la persistance dans la ruche. Donc je vous ai mis des petites photos. Donc on voit les opercules qui sont abîmés, qui sont troués, qui sont percés. Et donc le diagnostic, on le fait par le test de l'allumette, puisqu'en fait, quand les larves meurent, il y a une forte odeur, ça sent très mauvais. Et donc, on trempe l'allumette dans les alvéoles et ça fait un filament. Donc, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic entre les deux. Voilà. Après, l'aspect également des opercules qui sont affaissés, plus sombres, un petit peu dentelés puisqu'ils ont des petits trous. On a l'impression qu'ils sont, c'est pas mités, mais abîmés. Et par contre, les larves sont atteintes à tous les stades. Donc du premier jour au dernier jour, et elles prennent des couleurs évoluant entre le brun, le blanc, nacré, le jaune, jusqu'au noir. Et donc, une fois que la destruction de la larve est complètement effectuée, ça fait une sorte de bouillie dans l'alvéole, une matière gluante, qui permet ce test de l'allumette. Et c'est ainsi que en fait, la population s'affaiblit, puisqu'en fait, les larves meurent, donc la colonie ne se renouvelle pas. Et donc, tout doucement, vous avez une colonie qui devient moins populeuse, mais on ne s'en rend pas forcément compte si on ne va pas regarder son couvain, etc. D'où l'importance des visites que l'on fait au printemps et à d'autres moments pour bien voir la qualité du couvain et l'aspect des cellules. Donc le diagnostic, comme c'est une maladie de catégorie 1, donc quand on a une suspicion comme ça, déjà on en parle à ses petits copains, ses voisins, au rucher école, on en parle, puis on se dit, il y a quelqu'un qui dit là il faut faire quelque chose, donc on appelle le vétérinaire mandaté, et à ce moment-là, ou l'agence sanitaire apicole, et on fait des prélèvements de couvain, de restes de larves qui sont envoyés au laboratoire pour des prélèvements, pour des recherches analytiques qui vont permettre de confirmer la suspicion et d'apporter le diagnostic. La maladie étant tellement grave, il n'y a pas de traitement, donc de toute façon, les décisions prises sont la destruction des colonies atteintes, de toute façon. Donc en fait, on euthanasie les abeilles restantes dans les ruches et après on détruit les ruches. Parce qu'en fait, c'est une maladie tellement grave. Alors avant, il y avait des méthodes de transvasement, mais maintenant, elles ne sont plus appliquées, c'est destruction des ruchiers. Alors la loque européenne, donc, elle a le même nom, sauf qu'elle n'est pas de la même partie du globe, puisque celle-là, elle est de chez nous. Et par contre, celle-là, elle est beaucoup moins grave et elle n'est pas maladie de catégorie 1, elle est de maladie de catégorie 2. Donc, elle, comme la première, elle atteint le couvain. Donc, cette contamination se fait également par voie orale, par l'ingestion d'aliments souillés. Donc, elle est comme l'autre, très contagieuse, on la trouve partout sur la planète. Ça c'est pareil. C'est une bactérie également, mais qui, elle, n'a pas de forme en forme de spore, n'a pas de forme de résistance. Voilà. Mais par contre, elle arrive à survivre quand même 1 an dans le milieu extérieur. Qu'est-ce qui peut favoriser l'apparition de cette maladie dans les facteurs favorisants? On pourrait dire que si on a des larves si on a peu de pollen, donc peu de protéines,
les protéines faisant partie de l'immunité de l'organisme, on aura des larves beaucoup plus fragiles. Si on a du varroa qui parasite les nourrices, elles seront moins performantes, elles ramèneront moins de nourriture pour les larves, donc nos larves vont être fragilisées. Si on a des mauvaises pratiques aussi apicoles, on parlait du renouvellement des cadres, non-renouvellement des cadres, si on ne désinfecte pas non plus, à ce moment-là, on a des facteurs favorisants pour l'expression de la maladie. Alors, la loque européenne, donc on a bien dit que c'était une alimentation contaminée par la bactérie qui venait contaminer la larve. Cette bactérie, elle est ingérée. Une fois qu'elle est dans le système digestif, elle se multiplie et elle entraîne la mort de la larve. Et à ce moment-là, elle contamine également les abeilles nettoyeuses qui évacuent les larves mortes et qui font l'hygiène du couvain. Par contre, s'il y a une survie, il y a au fond des alvéoles, il y a des excréments qui sont porteurs en fait de la bactérie et ça participe à la contamination ultérieure de la ruche. Donc en fait, si la larve meurt, elle est expulsée, donc on peut espérer que si on a une population très nettoyeuse, on peut s'en débarrasser. Par contre, si les larves survivent et qu'il y a une persistance de la bactérie au fond des alvéoles, on sait qu'on a un renouvellement de la contamination qui peut perdurer en fait. Alors, on a donc là les images de la chronologie. Au départ, la larve, elle perd sa couleur nacrée, elle devient un peu, au lieu d'être bien blanche et bien lumineuse, elle devient un jaune sale, c'est pas sur la première photo. Après, puisque la larve perd sa vitalité, elle se déshydrate et donc elle se dessèche. Et on a après des écailles qui deviennent marron, comme sur la deuxième. Et après, stade ultime, dessiccation ultime, elles tombent au fond de l'alvéole et elles sont complètement déshydratées. Par contre, elles ne sont pas adhérentes comme dans la loque américaine. Voilà. C'est ça la différence. Alors, comment on peut imaginer qu'on a éventuellement ce problème-là dans la ruche ? Si on a une colonie un peu faible, on peut se poser la question pourquoi la colonie est faible. Si on observe le couvain, s'il est irrégulier en mosaïque, on va avoir des suspicions et on va tester éventuellement avec le test de l'allumette. Mais là, on n'aura pas de filament. Et on aura des écailles non adhérentes. Donc du coup, ce sera la loque européenne. Et les larves qui sont mortes, elles ne sont pas visqueuses, celles-là. Alors, pour vous compliquer, on vous a mis que ça pouvait être associé à la loque américaine, mais ça, il vaut mieux pas y penser. Mais par contre, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, les associations de malfaiteurs. Quelquefois, on peut avoir plusieurs agents pathogènes qui agressent la colonie en même temps, parce qu'en fait, une colonie faible, elle peut être victime de plusieurs agressions. Donc on a bien dit, moins sévère que la loque américaine, qu'elle peut éventuellement disparaître en fonction du comportement de la colonie, si les abeilles nettoyeuses font bien leur travail ou pas. Et de l'apiculteur, bien sûr, et de la surveillance. Et après, le traitement, en général, on élimine les cadres contaminés et on peut transvaser. Voilà. Donc, c'est des façons d'hygiéniser la ruche, en fait. Alors, donc, au niveau de la contamination, on a dit que c'était les larves mortes qui contaminaient, que certains parasites, comme la Phostène, peuvent être des vecteurs, le pillage, la dérive, et tous les intrants dans la ruche qui ne sont pas prévus, comme les faux bourdons qui vont d'une ruche à l'autre, ils sont vecteurs aussi. Le matériel, on en a parlé, l'importance de la désinfection et effectivement le miel pour le nourrissement, le miel qu'on peut apporter pour nourrir, peut être porteur puisqu'on a vu que ça restait dans le miel. Donc la prévention, c'est bien sûr une surveillance régulière des ruches, de limiter les entrées extérieures et d'assurer de toute façon des réserves suffisantes pour des bonnes défenses immunitaires de la ruche. Ça, c'est le leitmotiv de la santé de l'abeille. Si l'abeille a de quoi bien manger et si nous, on y pallie en période où il y a moins de réserves,
si elle est bien nourrie, normalement, elle doit pouvoir se défendre, puisqu'elle a des défenses immunitaires, elle est prévue pour ça. Et donc, bonne hygiène des interventions. Le varroa, qui donc parasite nos abeilles et qui pique les larves ou les adultes, enfin là, on est dans les maladies du couvain, est un vecteur de maladie. Et donc, en fait, le varroa, en piquant, il transmet ce virus au couvain. Donc, c'était vraiment ça, ce n'était pas pour vous expliquer toute la maladie, mais vraiment illustrer que le varroa est un contaminant de maladie secondaire par son action mécanique. En perforant les larves, il peut injecter des virus. Et donc, on peut avoir plusieurs attaques. Quand on a du varroa, on peut avoir le varroa plus tous les vecteurs, toutes les autres maladies qu'il apporte. Et pour illustrer ce propos également, on a observé que, en fait, quand il y a du varroa dans les ruches, on observe des abeilles avec des ailes déformées. Effectivement, parce que le varroa transmet également le virus des ailes déformées. Et donc, ça entraîne l'apparition d'abeilles, comme vous pouvez voir en bas à gauche, avec des toutes petites ailes, donc elles sont complètement handicapées, elles ne peuvent pas vivre longtemps comme ça, et où elles ne seront pas actives vraiment, puisque pour assurer leur rôle dans leur ruche, elles ont besoin d'ailes efficaces. Et donc quand on observe ces abeilles déformées, on peut se dire, tiens, j'ai du varroa. Donc le varroa, donc comme on a vu que la majeure partie des personnes présentes aujourd'hui étaient là la semaine dernière, pour le superbe exposé de M. Caron, moi, ce que je voulais, c'était vous remettre quelques illustrations. Donc, on a vu que le varroa, c'était un acarien qui parasitait nos abeilles, soit dans le couvain, soit à l'état adulte, qu'il est arrivé d'Asie où il était en équilibre avec l'abeille locale là-bas, mais depuis qu'il est arrivé en Europe, il pose des problèmes. Il est arrivé à peu près en 82 en France, il est classé en 2e catégorie, il touche le couvain et les abeilles. Donc voilà, l'intérêt pour le dépistage, c'est qu'il est visible à l'œil nu, c'est quand même plus pratique. Donc ce varroa, il est très bien adapté à sa vie parasitaire, il a des pattes pour s'accrocher, il a un rostre pour perforer la membrane des larves et la cuticule des adultes. Il se nourrit de l'hémolymphe de l'adulte ou de la larve. Il a une reproduction très active, donc ça augmente très rapidement la population. Et la température du couvain est très favorable à sa multiplication. Donc c'est pour ça qu'il est à 80% présent dans le couvain et à 20% présent sur les adultes. Donc la femelle, c'est la forme de dissémination et elle se fixe de préférence sur les jeunes abeilles pour être emmenée jusqu'au couvain. Donc en bas, vous voyez, on en a une, elle en a déjà 4. Voilà. En haut, c'est sur les larves. Donc, qu'est-ce qui peut favoriser l'attrait de nos ruches pour le varroa? Déjà, il faut qu'il y ait du couvain, puisque c'est ce qui l'attire le plus. Après, en fonction des conditions climatiques, il sera plus ou moins actif. La densité de ruches dans un environnement proche peut être un élément favorisant, parce que plus il y a de densité de ruches, plus il peut passer d'une à l'autre. Donc, forcément, ça lui permet de se multiplier et d'étendre son action. Et en fait, toutes les causes d'affaiblissement vont lui être favorables, puisque les abeilles se défendront moins. Et donc, toutes les maladies des abeilles adultes, toutes les intoxications, tout le parasitisme vont favoriser le développement du varroa. Donc là, je vous avais remis le cycle au départ. Quand on est dans l'alvéole, il rentre dans le 8e jour dans la larve et après il ressort avec l'abeille naissante et après il peut contaminer toute cette ruche plus l'extérieur d'autres ruches. Alors moi, la photo que j'adore, c'est celle-là. Alors, comme dirait ma fille, elle est horrible ta photo, maman. Oui, bon, d'accord. Mais ça permet de se rendre compte. Parce qu'en fait, voilà la taille d'un varroa à l'échelle d'un organisme humain. Donc, vous imaginez, là, il y a un varroa sur un humain. Quand vous imaginez
que les abeilles, elles en ont plusieurs sur le dos, vous voyez ce que ça fait. Donc on avait estimé à peu près à 2,5 kg le poids d'un varroa sur un humain. Donc vous imaginez, quand il y en a plusieurs, les perturbations et tout le travail de spoliation, d'irritation qu'entraîne ce parasite en fait. Je trouve qu'elle est très parlante en fait. Donc on rappelle donc l'action mécanique, perforation de la membrane des larves et de la cuticule des adultes. Donc du coup, ça perturbe, c'est une voie d'entrée également des bactéries. Action spoliatrice, parce qu'en fait, le varroa, il prélève de l'hémolymphe, donc c'est comme s'il nous suçait du sang à nous, quoi. Donc en fait, il prélève donc des protéines, du fluide, et donc du coup, les abeilles ou l'autre s'affaiblissent, forcément. Et donc la durée de vie diminue. Ah, donc inoculation des germes ou de bactéries, donc tout ça, c'est des choses très importante. Sur le couvain, c'est la même chose, action traumatique, action spoliatrice donc, et action vectrice de germes. Donc en fait, que ce soit au niveau de l'adulte ou du couvain, il a les mêmes actions et c'est une spirale infernale. Donc là, il y avait à nouveau, je ne sais pas si vous voyez celle de gauche en haut, mais la pauvre, là, c'est catastrophique. Et le varroa présent sur les adultes, c'est ce qu'on appelle le varroa phorétique. Donc après, l'importance par rapport à ce parasite, c'est de savoir est-ce que mes ruches sont beaucoup infestées ou pas beaucoup infestées? Ça, c'est important de pouvoir mesurer. Ça va permettre de savoir donc l'importance de la contamination et surtout de se dire il faut que je traite, il ne faut pas que je traite une fois, 2 fois, 3 fois, quand? Voilà. Donc, c'est une aide, le suivi de l'infestation, donc c'est une aide décisionnelle au traitement. Donc il y a plusieurs méthodes, comme nous a expliqué M. Caron la semaine dernière. Donc, soit on compte les varroas qui tombent des abeilles, donc les varroas phorétiques qui sont sur les adultes et qui tombent. Donc on prend un plateau, on met de la graisse du saindoux et on met le plateau sous la ruche et on le laisse un certain temps et on compte le nombre de varroas qui sont tombés. Bon, ça se voit bien parce qu'en fait, on arrive à bien les voir à l'œil nu, ils ont une forme bien ronde, donc, et on compte. Donc ça permet d'avoir une estimation des adultes, sachant que les adultes, c'est que 20% de la contamination de la ruche. Donc il y a cette méthode, c'est le comptage de la chute naturelle, et après on a le comptage des varroas qui sont sur les adultes. Donc comme nous a illustré la semaine dernière la technique du sucre-glace, où on met nos abeilles avec du sucre-glace, on secoue, après on filtre et on compte le nombre de varroas. Et après la méthode de lavage au détergent des abeilles, où là les abeilles meurent. Donc c'est une méthode, bon, on prend 300 abeilles, hein, il y en a 10 000 au minimum dans la ruche, ok. Mais bon, voilà. Et ce comptage, on peut le faire toute l'année sur les adultes. Voilà. Et la dernière méthode pour estimer la population, c'est la désoperculation du couvain mâle, donc, qui est le couvain préféré du varroa. Et ça se fait en début de printemps. Donc, toutes ces techniques sont décrites et ont été décrites la semaine dernière, et vous trouverez ça très bien. C'est un tableau qui est extrait du bouquin Maladie des abeilles. Donc, c'est Samuel Boucher, c'est un vétérinaire avec qui j'étais à l'école à l'époque, et qui vient de sortir, c'est aux éditions de la France Agricole, je le laisse là pour ceux qui veulent le regarder un peu. Et donc, je lui ai emprunté son tableau d'aide à la décision en fonction des différentes analyses et des différents comptages. Suivant, vous avez donc la mortalité, donc la chute sur les adultes, après la désoperculation du couvain mâle, et ensuite le comptage sur les adultes. Et vous avez les périodes de l'année, la taille de votre échantillon, le niveau d'infestation que vous observez, et après, les commentaires pour l'aide à la décision au traitement. Voilà. Donc après, ça se discute, ça, mais c'est déjà, je trouve, un bon... Ça pose bien les choses. Donc, traiter le varroa, on va juste répéter pourquoi. C'est pas pour obtenir 0 varroa dans une ruche, ça sert à rien. L'important, c'est qu'il y ait un équilibre entre l'hôte et le parasite. C'est comme tous les parasites, d'ailleurs. Hein. Et il ne faut pas que le parasite entraîne de dommages à l'hôte. Il faut que sa population soit limitée. Donc, on doit lutter, c'est important, puisqu'on sait que le varroa est très présent, qu'il est dans toutes nos ruches et qu'il entraîne beaucoup d'effets néfastes.
Donc, transmission des virus, durée de vie raccourcie, perturbation des fonctions de l'abeille, etc. Donc, la lutte est indispensable contre le varroa. Donc, la lutte, il y a différentes luttes, comme ce qui nous a été rappelé samedi dernier, la lutte chimique, donc avec des médicaments. Les médicaments, je rappelle juste qu'un médicament est mis sur le marché suite à une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est un dossier qui est enregistré auprès de l'Agence française du médicament qui décrit toutes les expérimentations qui ont été faites et toutes les méthodes qui prouvent l'efficacité de ce produit. Donc c'est le document d'enregistrement de tout médicament, que ce soit médicament vétérinaire ou médicament humain. Après, j'imagine qu'en humaine, les dossiers sont encore beaucoup plus gros, bien sûr. Donc, c'est un médicament doit être enregistré, un traitement avec un médicament doit être enregistré sur le cahier d'élevage. Ça, c'est indispensable sur le registre. Et le but dans la lutte contre les parasites, c'est d'alterner les molécules. En fait, on observe ça dans toutes les populations animales, que ce soit pour les animaux d'élevage ou de compagnie ou pour nos abeilles. Dès qu'on utilise un produit ou une famille de produits, on risque de déclencher une adaptation du parasite qui veut sauver sa peau et assurer la survie de sa population. Donc dès qu'on utilise une molécule, il y a un risque d'apparition de résistance. C'est pour ça qu'on essaye de dire qu'il faut alterner les familles de molécules. Alors c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, parce que d'abord, parfois, il n'y a pas beaucoup de familles de molécules disponibles. Voilà. Parfois, on a l'impression que c'est des molécules différentes, mais elles font partie de la même famille, elles ont le même principe d'action. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais il est important de modifier les activités. Alors, on parle aussi de lutte intégrée pour limiter l'emploi des médicaments ou des produits chimiques. La lutte intégrée, ça rassemble également les moyens de lutte qui sont, on dirait, naturels ou des pratiques d'élevage qui permettent de limiter la contamination. Donc ça, ça a été très bien évoqué la semaine dernière. Donc la sélection d'abeilles tolérantes, on nous a bien dit que pour l'instant on n'y était pas arrivé, que les abeilles tolérantes, elles étaient peut-être tolérantes au varroa, mais qu'elles ne produisaient pas beaucoup de miel, donc ça posait quand même un problème. Des techniques pour nettoyer le couvain avec des encagements de reines, etc. Et une action sur la mortalité du parasite, des recherches sur éventuellement un parasite du varroa qui permettrait de diminuer son action néfaste dans nos ruches. Donc toutes ces méthodes doivent évoluer, il y a de la recherche, etc. Donc les méthodes de lutte, on avait aussi également les acides organiques avec l'acide oxalique, l'acide formique, et les méthodes apicoles dont je viens de parler avec les encagements de reines et le piégeage du couvain mâle, dans le couvain mâle. Donc tout ça, je vous renvoie à la conférence de samedi dernier. Bon, les adultes, les maladies des adultes, le varroa, c'est bon, hein, on sait. Donc après, il y en a deux autres. La cariose de la trachée et la nosémose, qui sont tous les deux en danger de catégorie 1. Alors, acariose des trachées, donc c'est un petit acarien, comme ça, en microscopie électronique. Donc lui, il touche tous les adultes, donc reine, ouvrière, faux-bourdon. Elle est peu répandue, donc c'est un acarien qui touche les jeunes abeilles, donc ils sont très jeunes, et il s'attaque, il se positionne au niveau des trachées thoraciques de l'abeille. Donc en fait, la transmission se fait par contact. Ce petit acarien se passe d'une abeille à une autre. Donc dans les phénomènes de dérive et de pillage, il y a des risques de contamination, l'essaimage également, et les achats-ventes, bien sûr. Donc les facteurs favorisants, en fait, c'est surtout un hiver long, humide, mais pas trop froid. Ça, il aime bien comme ça. Et là, vous voyez donc en microscopie électronique, donc ça, c'est les trachées, la trachée de l'abeille, et vous voyez les petits acariens dedans. Voilà. Donc, du coup, il rentre dans l'appareil respiratoire, il se fixe,
Et donc, vous pouvez imaginer que la respiration de l'abeille est très perturbée. Parce qu'en plus, vous avez vu qu'il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Donc, en fait, elle a du mal à respirer et elle peut avoir une asphyxie. Et ce petit acarien, il peut aussi piquer la trachée et la perforer pour aller se nourrir de l'hémolymphe de l'abeille. Donc, du coup, il va y avoir des écoulements d'hémolymphe, des caillots, qui vont se répandre dans la trachée et qui vont aussi asphyxier l'abeille. Donc, comment on peut être alerté par rapport à cette maladie? Donc, forcément, il y a des abeilles mortes devant la ruche, des abeilles qui traînent, parce que forcément, si elles ont du mal à respirer, elles ne sont pas en grande forme. Elles peuvent avoir l'abdomen gonflé. Et en fait, on obtient une population qui s'affaiblit et la mort de la colonie, tout simplement. Donc, les symptômes ne sont pas tellement évocateurs parce que ça peut correspondre à plein d'autres maladies. Une population faible, des abeilles traînantes, ce n'est pas très spécifique. Donc, pour avoir un diagnostic de certitude, c'est une analyse de laboratoire. Là, on a un très beau cliché où on voit l'acarien au milieu de la section de la trachée. Là. On imagine que ça peut bien perturber la respiration. Donc, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments pour traiter ça. En plus, c'est un endroit difficile à atteindre, la trachée. Donc, en fait, comme c'est un acarien, ça pourrait être des fumigations de produits acaricides. Donc, en faisant une fumigation, les abeilles respirent le produit. Et donc, a priori, il y aurait une sensibilité à l'acide formique, à l'amitrase en fumigation ou à des fumigations de menthol et de thymol. Et d'après les études qui ont été faites, cette maladie serait moins présente depuis que les gens luttent de plus en plus contre le varroa, puisque l'amitrase serait active, donc du coup, elle serait moins présente. La nosémose, donc c'est également une maladie danger de première catégorie. Donc c'est un parasite qui attaque l'abeille adulte, les 3 populations d'abeilles adultes, et en fait c'est un champignon. C'est un champignon qui va se localiser au niveau de l'appareil digestif. Donc quand il y a une grosse contamination dans les ruchers, ça peut être très grave. Et ça tue rapidement les colonies. Donc c'est pour ça que c'est en première catégorie. C'est encore favorisé par des hivers longs, humides et pas trop froids. Et également quand les réserves sont pénalisées par du miella, qui n'est pas digestible par les abeilles et que donc elles sont en période de carence un peu alimentaire. La transmission se fait directement par les abeilles, donc dérive, pillage, achat, transhumance, et par le matériel. Bon, le matériel, c'est sûr que si vous laissez du matériel et qu'il est contaminé par des traînées de diarrhée comme ça, et qu'on va ouvrir une autre ruche avec, on contamine. Enfin bon, en général, on ne laisse pas le matériel à l'extérieur, mais par contre, les écoulements qui sont sur les ruches, l'abeille va dessus, si elle vient d'une ruche saine, elle emmènera ça dans sa ruche saine. Donc c'est aussi un moyen de contamination. Les symptômes, au départ, on peut avoir une forme très discrète qu'on n'observe pas, une forme latente. Et après, ce sera pareil, une colonie peu active avec des abeilles traînantes, donc quelque chose de pas spécifique. Par contre, vous allez avoir des souillures au niveau de la planche d'envol, des parois du corps de la ruche avec des déjections très liquides, comme vous pouvez observer. Et quand on ouvre le corps de ruche, on a le couvain et la grappe qui sont très diminués puisque forcément la population est atteinte. Donc voilà pour illustrer donc les abeilles mortes, les traces de déjection coulante, que ce soit en extérieur ou à l'intérieur de la ruche, bien sûr, sur les cadres. Et donc pour voir l'ennemi, donc voilà, c'est un champignon qui se met sur la muqueuse digestive des abeilles, donc qui se multiplie dans l'intestin et qui en fait perfore et abîme la muqueuse. Ça fait une grosse inflammation de la muqueuse digestive. Donc du coup, il y a cette sorte de diarrhée qui apparaît, mais on peut également avoir des problèmes d'absorption des nutriments, puisque avec toute l'inflammation créée par tous ces champignons, la muqueuse, elle n'arrive plus à absorber les nutriments.
Et également, il peut y avoir une telle inflammation qu'en fait, ça obture et qu'à ce moment-là, l'abeille n'arrive plus à sortir ses excréments aussi. Donc, du coup, l'abeille est indisposée par son tube digestif et du coup, son espérance de vie diminue dans la mesure où, en plus, elle est carencée puisque les nutriments ne sont plus bien absorbés. Donc, le diagnostic se fait à partir d'abeilles mortes ou qu'on envoie au laboratoire. Il n'y a pas de traitement. Et on élimine les colonies contaminées. Voilà. La désinfection se fait avec de l'acide acétique à 80%, que l'on ferait se sublimer ou en fumigation en dessous des hausses. Mais l'essentiel par rapport à cette maladie, c'est bien sûr la prévention. C'est donc une bonne préparation de l'hivernage pour avoir des colonies fortes et qui ne sont pas hypersensibles et qui peuvent se défendre. Traiter contre le varroa, avoir une alimentation suffisante et renouveler les cadres, comme on a dit, et renouveler les reines pour avoir des populations jeunes et populeuses. Alors après, on va finir par les agents extérieurs qui sont en fait, c'est pas des maladies, mais c'est des compétiteurs, je dirais, qui vont empêcher la bonne vitalité de nos ruches. Donc la fausse teigne, le petit coléoptère d'Italie et le frelon asiatique. Alors pour la fausse teigne, donc la fausse teigne, c'est un papillon de nuit, comme ça. Voilà, donc vous avez tous les stades, de la larve jusqu'à l'adulte. Donc en fait, la fausse teigne, elle s'installe dans les ruches, ou dans les ruches habitées, ou également si vous stockez des hausses non protégées, elle peut s'installer à l'intérieur. Donc la chenille, c'est elle qui entraîne les dégâts, puisqu'en fait, elle consomme tout ce qu'il y a dans la ruche. Elle consomme les cires, elle consomme le pollen, elle fait son cocon dans le corps et elle fait un enduit de filaments de soie qui tapisse toute la ruche. Donc on va avoir, donc là on a le cycle du papillon, donc qui pond des œufs. Après on a des larves blanchâtres, c'est celles qu'on trouve dans les corps de ruche. Elles tissent leur cocon, c'est là qu'on a tout un enduit filamenteux qu'on va voir après. D'où naît une pupe et la pupe se transforme en adulte. Donc ce qu'on peut observer souvent, c'est tout ce réseau de filaments qui envahit en fait le corps de la ruche et qui fait un agglomérat dans le corps de la ruche. Et sinon, vous avez les larves en fait qui sont en train de consommer dans les rayons. Vous voyez la larve blanche qui est en train de consommer tranquillement et de détruire en fait tout le réseau. Donc, on en arrive à des choses comme ça aussi. Alors c'est vrai que quand on ouvre c'est pas très ragoûtant, on n'aime pas trop ça. Donc, qu'est-ce qui peut favoriser le développement de ce papillon ? En fait, c'est l'humidité. Alors, il faut toujours que ce soit ne pas stocker à l'humidité et que ce soit bien ventilé, parce que s'il y a du courant d'air, en fait, le papillon, il n'aime pas, il ne s'installe pas. On a également les colonies qui peuvent expulser le papillon, donc elles y arrivent, mais si les colonies sont faibles ou pas assez populeuses, elles se laissent envahir. Donc on doit être vigilant sur le stockage des hausses et également quand on met des partitions, parce que quand on met des partitions, il n'y a pas d'abeilles de l'autre côté pour défendre, et donc du coup ça peut être un nid. Voilà, donc là on a la prévention sur les cadres stockés. On va voir qu'on met des grilles en haut et en bas justement pour que la fausse teigne ne s'installe pas. Il faut que ce soit à l'abri de la lumière, à l'abri de la pluie, avec de la lumière parce que c'est un papillon de nuit donc il n'aime pas la lumière, et qui est de la ventilation qui le gêne pour s'installer. Donc voilà, on voit de plus près donc, les grilles qui sont mises en place en dessous des hausses de la première hausse de la pile et au-dessus de la dernière, voilà, pour empêcher l'intrusion du parasite et du papillon. Donc le petit coléoptère, c'est le danger qui est apparu en Italie, en Calabre, donc en 2014. Il se multiplie de façon très active
Et il se nourrit du couvain, du miel et du pain de cire. Donc en fait, il entraîne des très gros dégâts parce que il attaque tout le cycle de reproduction. Il abîme les cadres. Par ses excréments, en fait, il fait fermenter le miel, donc toute la production est devenue inconsommable. Et s'il est vraiment en présence importante, il entraîne la mort des populations. C'est un danger de première catégorie. Pour l'instant, on dit que les Italiens ils doivent se le garder, mais bon, on n'est pas sûr que ça soit comme ça dans la suite, donc on est vigilant. Donc on va quand même en parler rapidement parce qu'on n'est pas directement confronté, et tant mieux. Donc en fait, c'est la larve en fait, que vous voyez là présente, qui est blanche, fait 1 cm. Elle a des petites épines dorsales et 2 protubérances à l'arrière, c'est ça qui la fait reconnaître. Donc après, on a l'adulte, donc face dorsale, face ventrale. Donc vous voyez que ça ressemble à un scarabée en fait, avec une couleur un peu brun-noir. Une paire d'ailes et des petites antennes. Là-haut, les petites antennes, vous voyez, elles sont assez caractéristiques, elles sont en forme de massue. Donc ça, c'est l'adulte. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc le cycle de vie, donc en fait, on a les adultes qui... alors, on est où? L'adulte qui rentre dans la ruche, qui va pondre ses œufs dans les alvéoles. Dans les alvéoles vont se mettre en place les larves, elles vont consommer les cadres et détruire tout, plus les adultes vont mettre leurs excréments dans le miel qui va devenir non consommable. Les larves vont aller dans le sol où elles vont se transformer en pupe. Et la pupe va donner un jeune adulte qui va réattaquer la ruche. Donc en fait, le danger, c'est dans les sols, puisqu'en fait, le renouvellement, il est dans le sol. Donc là, on le voit à l'action. Vous voyez la taille par rapport à une abeille sur l'autre... ouais, c'est plus petit. Par contre, la problématique, c'est qu'il peut voler sur des longues distances. Donc, il peut contaminer des ruchers assez distants. Voilà. Et le fait qu'il s'enterre dans la terre permet le maintien de renouvellement de la population du petit coléoptère. Voilà. Donc, les signes, donc on a dit, c'est des galeries creusées, puisqu'en fait, la larve s'en nourrit. Le couvain est détruit puisqu'elle se nourrit aussi des larves et le miel change de couleur puisqu'il fermente. On a une autre photo normalement où on voit, vous voyez, il y a des bulles dans le miel et en fait c'est la fermentation qui apparaît. Donc là vous avez une infestation massive. Voilà, et voilà comment ça s'éradique, sachant que c'est pareil, il y a un périmètre qui est bouclé où les animaux n'ont pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de bouger les ruches. Et le traitement final se purifie par le feu. Et on va finir par le frelon asiatique. Donc lui, effectivement, arrivé en 2004 dans des poteries chinoises, il s'est bien adapté ici, il a trouvé un environnement qui lui plaît bien. Bon, vous le connaissez tous, avec sa couleur foncée, son abdomen un peu orange, c'est pas jaune. La différence entre frelon commun et frelon asiatique, donc il est plus petit. Donc, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il se nourrit d'abeilles, mais le frelon commun aussi. Ça fait partie de son régime au frelon commun, les abeilles. Après, il est moins agressif. Donc, les nids de frelons, donc ça, c'est les nids définitifs que vous pouvez observer, donc, surtout au moment de la chute des feuilles, qui sont très volumineux. Après, on doit avoir des nids primaires. Voilà, le premier nid, en fait, qu'il faudrait détruire le plus tôt possible, mais qui ne sont pas faciles à voir, en fait. C'est des nids de toute petite taille qui se trouvent dans des endroits où on n'imagine pas forcément. Sous des charpentes, là, vous voyez, c'est dans un luminaire. Et donc, c'est là qu'en fait, il y a les fondatrices et c'est là qu'il faudrait détruire, mais on n'arrive pas toujours à les repérer, c'est ça la problématique. Alors, donc le nid définitif, donc on a vu qu'il était volumineux, que c'était de la cellulose, que son orifice, il est latéral. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Qu'on le trouve parfois, oui, dans des murailles ou dans des cavités du sol, rarement, mais ça arrive, ça a été décrit.
Et c'est vrai que bon, au moment où les arbres sont feuillus, c'est très difficile de pouvoir les repérer, à moins d'entendre du bruit vraiment autour, mais sinon, c'est pas évident. Voilà, donc ces belles constructions, vous voyez, où il y a des cellules sur plusieurs étages. Quand on a ça à côté de chez soi, on n'est pas ravi. Moi, j'en avais un à 200 mètres de la maison il y a 2 ans, donc voilà, c'était sympathique. Nous avons fait de la lutte contre le frelon au filet à papillons. Là, au filet à papillons, ça marche bien, hein. Vous attrapez, vous posez au sol et vous écrasez. Parce qu'à la tapette, c'est dangereux. Alors celle-là, je l'aime beaucoup parce que, bon, j'aime pas le frelon qui est devant la ruche, mais j'aime bien le mouvement des abeilles qui vont à l'attaque, en fait. Et je trouve que c'est très optimiste comme photo. Et ça met en place, ça illustre la volonté de défense de nos colonies. Et par contre, là, en fait, c'est le festin. Hein, donc, il attrape l'abeille, il l'emmène. En général, il lui coupe la tête et il va manger ailleurs. Et il finit son festin. Et il va nourrir en plus dans le nid les futurs, les larves, les futurs adultes. Voilà. Ah, celles-là, elles sont sympas aussi. Peut-être que pour qu'ils passent en catégorie 1, il faut qu'on leur envoie ça, je ne sais pas. Mais voilà, l'ennemi numéro 1. Après, c'est l'ennemi sur une période donnée, en fait, hein, parce qu'en fait, il apparaît au mois d'août. Enfin, je ne sais pas, moi, nous, on observe ça à peu près. Hein, au mois d'août, et puis voilà. Donc après, il y a toutes les méthodes de piégeage, donc tous les piégeages avec des sirops attractifs. Il y a 50 000 méthodes de recettes, modèles de pièges à créer, donc là-dessus, vous trouverez tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est les pièges attractifs avec du nourrissement sucré. Après, il y aura les pièges qui vont être testés aux phéromones. Après, il y a des pièges, il y a des gens qui ont inventé des harpes, parce qu'en fait, on observe bien qu'ils ont une certaine tactique. Souvent, quand les ruches sont sur des parpaings, quelquefois, ils se mettent en dessous et ils attendent et ils montent. Donc, le truc, ce serait de bloquer le passage en dessous. Après, bon, ils peuvent arriver sur les côtés aussi. Enfin, ils ont tous un petit peu des tactiques différentes. Donc, les méthodes de lutte sont vraiment à baser. L'observation de chacun est très importante, en fait, pour observer comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est passionnant de regarder la stratégie et du prédateur et des abeilles qui sont attaquées, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous remercier. J'espère que ça n'a pas été trop horrifique. Et puis, donc, si vous avez besoin d'autre chose, voilà. Il y a des questions ?